Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille chez PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 77, nous passerons en revue la performance des marchés des capitaux mondiaux pour le premier semestre de 2025. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, et toi? Ça va très bien, merci. Donc, on est officiellement arrivé, je devrais dire, à la moitié de l'année 2025 et comme d'habitude, à ce moment-ci de l'année, et on continue la tradition de faire le point sur ce qui a façonné les marchés au cours des 6 derniers mois, avec un survol de la performance des marchés des capitaux mondiaux. Une chose est claire, ce début d'année a été tout sauf ennuyeux. Bien, sur ce commentaire, François, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'ajouterais que la différence cette fois-ci, c'est que de nombreux investisseurs attribuent la volatilité des marchés au chaos provoqué par ce qui se passe à Washington. Évidemment, il y a les autres points chauds géopolitiques qu'on connaît. La première moitié de l'année a vraiment été mouvementée et sans aucun doute, je dirais une véritable leçon de gestion de l'imprévisibilité. Oui, tout à fait. Et on va couvrir tout ça et bien plus encore dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler à nos auditeurs que les performances des marchés que je vais partager avec eux aujourd'hui sont disponibles dans la section ressources de notre site Sujet Capital ou directement sur la page de notre équipe sur le site de PWL Capital. On croit que ces statistiques de marché sont des outils qui sont précieux pour suivre la discussion d'aujourd'hui et aussi évaluer la performance de vos propres portefeuilles. Ben, j'aimerais aussi ajouter, François, pour nos auditeurs, qui peuvent également consulter la performance de nos portefeuilles modèles sur le site Sujet Capital dans la section des ressources, ou ils peuvent aussi le consulter directement sur la page de notre équipe sur le site de PWL Capital. Encore une fois, je pense que revoir la performance de nos portefeuilles modèles, c'est une excellente façon pour nos auditeurs d'évaluer la performance de leur propre portefeuille. Oui. Ceci, on va maintenant passer à notre revue. Par où aimerais-tu commencer, James? Eh bien, François, comme je disais plus tôt, cette première moitié de l'année a vraiment été une leçon magistrale de gestion des émotions face à l'imprévisibilité des événements mondiaux. Mm-hmm. Il y a eu tellement d'événements qui ont influencé les marchés et aucun n'aurait pu être anticipé. Pour commencer, je pense que l'agressivité avec laquelle le président Trump a entamé son deuxième mandat en imposant des tarifs douaniers à d'importants partenaires commerciaux, ça a vraiment parti le bal. Oui, je suis tout à fait d'accord, James. L'événement le plus marquant pour les marchés a été l'annonce de nouveaux tarifs dans le cadre de la stratégie économique baptisée Jour de libération. Cette annonce a été faite le 2 avril de cette année, bien entendu. Et pour aggraver la situation, le président Trump a annoncé une nouvelle série de tarifs massifs. L'annonce a choqué les investisseurs par son ampleur, sa rapidité et son imprévisibilité. Ça a ravivé les craintes d'une guerre commerciale mondiale et a déclenché l'une des plus importantes ventes de feu dans les marchés boursiers de mémoire récente. En l'espace de 2-3 jours, cette annonce a effacé des milliards de dollars en valeur boursière à l'échelle mondiale. Ici au Canada, l'indice S&P TSX Composite a chuté de 12,2 %. L'indice MSCI EAFE, qui représente les marchés internationaux développés, a reculé de 13,2 %. Puis le S&P 500 aux États-Unis a perdu près de 15 % à 14,7 % de chute. Pour être juste, François, je dirais que le président Trump, il a vraiment déjà menacé au fil des années à plusieurs reprises d'imposer des tarifs douaniers. Mais je pense que ce qui a vraiment surpris les marchés cette fois-ci, c'est l'ampleur des mesures et surtout le projet d'imposer un droit de douane minimal de 10 % sur toutes les importations. C'est comme il disait, hey, tu veux vendre dans le marché américain, ben, il faut que tu payes une prime pour le faire. Ignorant la théorie économique de base qui dit que c'est l'acheteur américain qui va payer ça comme une taxe.
Oui, vraiment, vraiment, je pense que c'était ça, vraiment, l'élément de surprise. Puis c'était une surprise très négative pour les marchés. Pas seulement sur les marchés boursiers, mais aussi sur les marchés obligataires. La réaction du marché obligataire a peut-être été encore plus déterminante, puisque la flambée des rendements des bons du Trésor américain a peut-être forcé la Maison-Blanche à appuyer sur le bouton de pause, là. Exactement, François. Et beaucoup pensent que c'est ce qui a poussé le président Trump à annoncer le 9 avril une pause temporaire de 90 jours sur l'application des tarifs douaniers. Selon moi, généralement, les gens regardent toujours le marché des actions, mais c'est le grand boss, c'est le marché des obligataires. Et ce marché obligataire envoyait un message très clair à l'administration Trump. Elle devra faire preuve d'une grande prudence avec ses politiques économiques. Ouais. Normalement, lorsque les marchés boursiers chutent, les investisseurs se réfugient dans les obligations gouvernementales, ce qui fait que ça baisse les taux de rendement sur ces obligations et donc les prix augmentent. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est produit, François. Les rendements ont augmenté et les prix des obligations ont chuté. Les investisseurs craignaient que les nouveaux tarifs ravivent l'inflation. À ça s'ajoutaient les inquiétudes quant à la détérioration des déficits fédéraux américains, ce qui pourrait entraîner des ventes massives de bons du Trésor par les investisseurs internationaux. Oui, c'est exact, James, mais encore une fois, c'est l'imprévisibilité de tout ça qui me laisse perplexe. La pause sur les tarifs douaniers a commencé avec un seul message très bref du président Trump sur Truth Social à 9h37 le matin du 9 avril, lorsqu'il a publié « C'est le moment idéal pour acheter ». Puis quelques heures plus tard, dans l'après-midi, il annonçait officiellement la pause de 90 jours. Les marchés ont fortement réagi à l'annonce, enregistrant la plus forte hausse en une journée depuis 2008. La psychologie des marchés est passée de la peur et de la panique à l'euphorie en seulement 7 jours. Oui, François, et j'ajouterais que le rebond des marchés a vraiment été spectaculaire. Le S&P a bondi de 9,5 %, le Nasdaq a grimpé 12 % et le Dow Jones 8 % en une seule journée, cette même journée, le 9 avril. Oui, James pense que c'est un parfait exemple de pourquoi il ne faut pas se laisser tenter à faire du market timing. Si un investisseur avait vendu ses placements lors de l'annonce des tarifs le 2 avril, mais n'avait pas réinvesti lorsque les marchés ont atteint le creux le 7 avril, soit seulement 2 séances boursières plus tard, là, parce qu'il y avait un week-end là-dedans, cet investisseur a causé des dommages vraiment permanents à son portefeuille. Ah, mais tu as tout à fait raison, François. C'est un excellent rappel que réagir de façon émotive peut coûter cher et nuire à la performance de nos portefeuilles. Comme on l'a souvent dit au fil des années dans notre balado, le market timing, bien, c'est simplement pas une stratégie que nos auditeurs devraient adopter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la première moitié de l'année dans les marchés, François? Ben James, on va aborder quand même le plan géopolitique. Il y avait multiples sources d'inquiétude de ce côté-là. Il y a toujours la guerre qui persiste entre l'Ukraine et la Russie. Et bien sûr, il y a des tensions commerciales mondiales qui sont accentuées, qu'on a mentionné déjà. Puis particulièrement entre les deux superpuissances, les États-Unis et la Chine. Il faut ajouter à tout ça les récents événements au Moyen-Orient, notamment le dernier développement concernant la guerre entre Israël et l'Iran. Oui, et encore un autre exemple, l'attaque sur les sites nucléaires iraniens, événement totalement imprévisible. Suite à tous ces événements, le prix du pétrole a bondi de 16 %, passant de moins de 70 $ le baril à plus de 81 $. Mais lorsque les États-Unis ont imposé un cessez-le-feu dans les jours qui ont suivi, bien, le prix du pétrole a baissé aussi rapidement qu'il était monté, puis au fur et à mesure, les craintes s'estompaient. Oui, puis encore une fois, puisqu'on veut souligner ici, c'est un événement encore complètement imprévisible qui a affecté les marchés boursiers obligataires et bien entendu les cours du pétrole. Mais heureusement, comparé aux conflits passés, comme l'embargo pétrolier de 1973 ou la guerre du Golfe en 1990, la flambée des prix du pétrole a été de courte durée. Du côté économique, maintenant, l'inflation continue de se modérer à l'échelle mondiale. Au Canada, l'inflation est passée sous la barre des 2 %.
en avril et se situe maintenant à 1,7 contre 2,7 en mai de l'année dernière. Ça a permis à la Banque du Canada de réduire son taux directeur à 2,75 comparativement à 3,25 en début d'année. En ce qui concerne le PIB maintenant, l'économie canadienne est toujours en croissance, bien que de façon modeste. C'est même légèrement contracté en avril par rapport à mai, mais sur une base annuelle, elle continue de progresser à un rythme de 1,3 Mais j'ajouterais, François, qu'aux États-Unis, la situation est un peu différente. L'inflation a augmenté en mai pour atteindre 2,4 ce qui reste par contre nettement mieux qu'il y a un an où elle était à 3,3 mais c'est en haut de la cible de 2 de la Banque centrale américaine. Oui. Alors, malgré cette amélioration, la Réserve fédérale a laissé son taux directeur inchangé jusqu'à présent en 2025 à 4,5 je crois que la raison principale, c'est que l'économie américaine demeure solide et le marché de l'emploi est robuste. Et, en fait, le taux de chômage a même reculé en juin à 4,1 Donc, tout ça, malgré les pressions exercées par le président Trump pour une baisse des taux. Jérôme Powell, le président de la Fed, est resté ferme et a maintenu les taux inchangés, jonglant avec l'équilibre délicat entre le contrôle de l'inflation et le risque de ralentissement économique. Ailleurs, la Banque centrale européenne a réduit son taux de dépôt clé à 2 en juin, après que l'inflation dans la zone euro soit revenue à 2 Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre, qui fait face à une inflation persistante actuellement à 3,4 a quand même abaissé son taux directeur à 2 reprises cette année pour le ramener à 4,25 Pour conclure sur l'économie, François, je pense que pour nos auditeurs, j'aimerais ajouter qu'il est juste de dire, dans l'ensemble, les banques centrales, depuis un petit bout, prudemment s'orientent vers des politiques plus accommodantes, tout en cherchant à soutenir la croissance, mais sans raviver l'inflation. Ouais, je suis d'accord, James. Maintenant, regardons les statistiques de marché pour la première moitié de 2025. Encore une fois, je rappelle à nos auditeurs que ces statistiques sont disponibles sur le site de Sujet Capital et dans la section de notre équipe sur le site de PWL Capital. Nous ajouterons aussi le lien vers les statistiques de marché sur la page de l'épisode. Donc, on va commencer avec le revenu fixe. Les rendements obligataires au Canada et aux États-Unis demeurent bien au-dessus des moyennes observées au cours des 20 dernières années. Au Canada, le rendement des obligations du gouvernement du Canada à échéance dans 10 ans était d'environ 3,3 au 30 juin, soit près de 80 points de base au-dessus de la moyenne de 20 ans, qui est de 2,5 Aux États-Unis, maintenant, le rendement des obligations du bon de trésor à échéance dans 10 ans était d'environ 4,4 au 30 juin, soit un niveau similaire à celui d'il y a un an et environ 150 points de base au-dessus de la moyenne de 20 ans, qui est de 2,9 Maintenant, les obligations canadiennes à court terme, qui sont au cœur de notre portefeuille de revenus fixes, ont généré une performance intéressante pour la première moitié de l'année avec un rendement de 2,2 ce qui est supérieur au rendement de l'indice obligataire universel canadien, qui lui a généré 1,4 depuis le début de l'année. Sur la période de 12 mois, maintenant, les performances de ces deux indices ont été similaires, avec 6,3 pour les obligations à court terme et 6,1 pour l'indice obligataire universel canadien. Oui, j'ajouterais que ces rendements en haut de 6 ça inclut une composante gain en capital. Tout à fait. Donc, comparativement aux années, François, de la pandémie, les rendements des obligations canadiennes demeurent attrayants, selon moi. Ils se situent entre 3 et 3,5 C'est encore une très bonne nouvelle pour les investisseurs qui détiennent une part importante de leur portefeuille en obligations. Alors, maintenant, François, voyons ce qui s'est passé du côté des marchés boursiers mondiaux. Eh bien, James, la première moitié de l'année a été étonnamment forte à l'échelle mondiale, malgré tout le bruit qui est, comme on l'a dit tantôt, qui entourait les tarifs, les guerres commerciales et le contexte géopolitique difficile. Au Canada, le S&P TSX Composite s'est bien comporté avec une performance de 10,2 depuis le début de l'année. Une grande partie de cette vigueur provient des secteurs de l'énergie et des matériaux, et particulièrement des producteurs d'or, puisque le prix de l'or a atteint des sommets historiques.
Sur les 12 derniers mois, l'indice S&P TSX a généré un rendement de 26,4 %, donc très bon rendement du côté-là. Effectivement, c'est un très bon rendement. Mais je pense, François, qu'on peut dire que beaucoup d'investisseurs vont être très surpris par la performance des actions canadiennes. Mais le Canada a pourtant été une cible de choix du président Trump sur les tarifs douaniers. On aurait pu s'attendre à ce que l'impact négatif sur l'économie canadienne pèse sur les actions canadiennes, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Non, pas encore, en tout cas. Maintenant, François, voyons comment les actions américaines se sont comportées. Ben, les marchés américains ont connu des montagnes russes cette année. Début avril, le S&P 500 et le Nasdaq étaient tous deux en territoire baissier après avoir perdu plus de 20 % par rapport à leur sommet précédent. Cette correction a été déclenchée par les tensions commerciales, les préoccupations liées aux valorisations et les risques géopolitiques. Mais ensuite, il y a eu un rebond une fois que les États-Unis ont suspendu les tarifs le 9 avril, comme on a mentionné plus tôt. Le sentiment des marchés s'est inversé. On atteint maintenant des sommets historiques sur le S&P 500. Oui, puis c'est une remontée spectaculaire pour les actions américaines. Depuis le creux d'avril, l'indice S&P 500 est maintenant à la hausse d'environ 28,5 en dollars américains. C'est une reprise très puissante. Et c'est pourquoi il est si important de rester investi en tout temps. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si un investisseur vend au creux des marchés et manque un rebond majeur comme celui-ci, ça aura un impact permanent sur son capital et par conséquent sur ses rendements à long terme. Tout à fait d'accord, encore une fois, avec toi, James. Puis malgré ces fluctuations majeures, le marché total américain est maintenant en hausse de 5,8 % depuis le début de l'année. Ça, c'est en date de la fin juin, bien entendu. Et en dollars américains. En dollars canadiens, par contre, la hausse est seulement 0,2 % parce que le dollar canadien s'est apprécié par rapport au dollar américain depuis le début de l'année. Et sur les 12 derniers mois, l'indice de marché total américain est en hausse d'environ 15 %. C'est en dollars canadiens et en dollars américains. Puis ça, je fais remarquer que l'indice canadien S&P TSX surpasse donc le marché américain d'à peu près 11 % sur une période de 12 mois en termes de performance. Là. Ouais, c'est vraiment impressionnant, François. Mais je pense qu'on peut dire que le dollar américain est sous pression face à de nombreuses grandes devises depuis le début de l'année. Selon mes lectures, le dollar américain a chuté de 10,8 % par rapport à un panier de devises comprenant l'euro, le yen et la livre sterling, par exemple. Ceci s'explique, selon moi, par plusieurs facteurs, François, comme l'instabilité commerciale causée par les tarifs douaniers, les préoccupations budgétaires entourant le Big Beautiful Bill du président Trump qui vient d'être adopté, la dégradation de la cote de crédit des États-Unis en mai par l'agence Moody's, et enfin la possibilité de baisse de taux de la Fed plus tard cette année, ce qui, somme toute, affaiblirait davantage le dollar américain. Oui, c'est exact, James. Les marchés détestent l'incertitude. Et avec tout ce qui se passe aux États-Unis, je pense que la prime de refuge du dollar est en train de s'effriter et certains commencent même à remettre en question son rôle de monnaie de réserve mondiale. Pour terminer maintenant avec les actions américaines, il faut noter que les actions de petite capitalisation ont eu de la difficulté cette année. Elles affichent une baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année, puis ça, c'est en dollars canadiens. Massouf, je pense qu'on peut ajouter ce qui s'est rapporté dans les médias financiers. Les investisseurs internationaux, là, les gros joueurs, les fonds souverains, etc., semblent réallouer une partie de leur placement des actions américaines vers les actions internationales. Sur ce, François, peux-tu partager maintenant avec nos auditeurs ce qui s'est passé sur les marchés internationaux développés et émergents? Oui, certainement, James. Je peux dire que les deux marchés ont connu une très bonne performance. Les actions des marchés développés internationaux, mesurées par l'indice MSCI EAFE, sont en hausse de 13,2 % en dollars canadiens depuis le début de l'année. En devise locale, la progression est près de 8 % à 7,8 %. La différence de rendement s'explique par l'appréciation des principales devises de cet indice face au dollar canadien. Et comme en 2024, les actions internationales de type valeur, de grande et moyenne
capitalisation continue de surperformer les actions de croissance avec un rendement de 16,4 depuis le début de l'année, contre 9,9 pour les actions de croissance. Et contrairement aux États-Unis, les petites capitalisations internationales ont bien performé et elles ont surpassé les grandes et moyennes capitalisations avec un rendement de 14,5 Ça, c'est encore en dollars canadiens. Les marchés émergents maintenant ont connu un bon début d'année. Les grandes et moyennes capitalisations ont généré un rendement de 9,5 ça, c'est en dollars canadiens. Et les petites capitalisations ont affiché un rendement honorable de 5,1 Donc, dans l'ensemble, François, on peut dire que la première moitié de 2025 a été très volatile, comme on a dit en entrée du podcast aujourd'hui. Mais les investisseurs qui sont restés investis dans des portefeuilles bien diversifiés à l'échelle mondiale s'en sont bien sortis. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, même si les 6 premiers mois de l'année ont été une véritable leçon d'imprévisibilité, entre les chutes des marchés boursiers, les rebonds spectaculaires, la saga des tarifs et les tensions géopolitiques, les raisons de s'inquiéter étaient nombreuses. Mais les marchés nous ont encore une fois appris que la discipline face à notre répartition stratégique d'actifs à long terme reste la meilleure option. Ouais, je suis d'accord, James. Et même si on ne peut pas prédire ce qui nous réserve la deuxième moitié de l'année, on peut se préparer en restant ancré dans les faits et la clarté. C'est vraiment au cœur de notre message. Il faut rester discipliné, rester diversifié et s'en tenir à son plan d'investissement à long terme. Il faut garder notre portefeuille patient et garder une perspective à long terme. Très bien dit, François. Je pense sur ces commentaires, on peut conclure notre podcast sur les rendements dans les marchés de la mi-année. Excellent. Donc, merci James d'avoir partagé ton expertise, ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 77e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 13 août. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci et à bientôt.